La psychologie n'est pas forcément regardée dans le cadre de la gestion de crise ou dans le cadre de cyberattaques. On a la chance énorme de recevoir aujourd'hui Romain Bouvet, qui est docteur en psychologie et neuromarketeur. Et il a fait une expérience sociale qui est vraiment très intéressante et ça devrait vous décoiffer les cheveux. Je vous retrouve tout de suite après. Tu as un métier particulier, j'aimerais juste que tu nous en parles tout de suite. C'est dans la psycho et c'est vraiment passionnant. Je te laisse nous en parler pendant 2 minutes. Je suis spécialiste des mécanismes d'influence et de manipulation. Donc, en gros, mon travail, c'est de comprendre comment fonctionne le cerveau, comprendre ses failles et comment on peut l'influencer, que ce soit positivement et négativement pour protéger justement des attaques de manipulation qui peuvent être négatives, notamment dans les cyberattaques, sur les attaques d'ingénierie sociale. Voilà un peu mon travail. Et ça, c'est réellement passionnant parce que ça touche justement l'ingénierie sociale, ça touche la psychologie. Et dans le cadre des métiers de gestion de crise, quand on gère la gestion de crise et quand on vit une cyberattaque, il y a tout un volet psychologique pour les personnes qui sont dans la crise qui est vraiment très intéressant. Ce qui m'a amené à faire cette interview-là, c'est un post que tu as posté, justement, c'est hacker des RH avec la psycho. Est-ce que tu peux nous en parler là aussi de façon assez courte? Qu'est-ce qui t'a amené à faire justement ce hacking de RH? Alors, c'est très simple, c'était dans un contexte où la personne se disait, l'entreprise super sécurisée, qu'ils avaient tout un système qui était nickel. Et nous, on s'est dit, très bien, moi, ce que je te propose, c'est qu'on tente une expérience, puisque ça faisait partie du programme, hein, c'était dans un programme de recherche avec l'université. Et ils ont dit, OK, allez-y. Et ils ne s'attendaient pas du tout à ça, bien évidemment. Ils ne s'attendaient pas à un email avec de l'ingénierie sociale. Ils pensaient plutôt, encore une fois, au côté technique, hein. Et on a préparé cet email-là avec mon équipe pour justement tester des RH, tester l'entreprise. Et on a ciblé les RH parce que c'est souvent la cible facile, en fait. Et à partir de là, il fallait trouver des techniques, des leviers psychologiques. Donc, j'ai créé cet email-là qui a très, très bien marché et qui a donné d'excellents résultats, beaucoup plus gros d'ailleurs que ceux que j'ai annoncés, puisque les gens partageaient l'email à leurs collègues et à leurs amis. Donc, du coup, toutes nos statistiques étaient totalement biaisées. Donc, il fallait aller voir les participants, enfin les collaborateurs, pour leur demander s'ils avaient ouvert ou pas l'email pour avoir les vraies données, parce que nos données étaient au-dessus de ce qu'on avait envoyé. On avait peut-être 300 ouvertures alors qu'on en a envoyé 80, c'était impossible. Ok, Donc, voilà. ça c'est excellent hein, parce que le email, je vais juste le lire parce que c'est assez exceptionnel et vraiment ça m'a interloqué. Bonjour monsieur, je voudrais un stage. Tout de suite, bien payé si possible et pas trop chiant avec de l'ingénierie système. L'ingénierie système, si vous savez pas ce que c'est quand on étudie les systèmes avec les clients, les produits et tout ça. Si joins mon CV qui vous montrera comment j'ai envie d'aller chez vous cet été et comment mon profil correspond à vos attentes. Mon nom est Arthur et je vous aime. Donc déjà, rien que ça, moi, vers la fin, c'est assez exceptionnel. Prenez-moi, je vous en supplie, vous êtes probablement le monsieur le plus beau que j'ai pu rencontrer et je rêve de vous voir tous les jours. Vous êtes intelligent, bonne journée, Arthur. Mon CV est animé. J'aimerais un petit peu que tu repasses sur ces CV-là parce qu'il y a des accroches justement dans le cadre de la psychologie et j'aimerais bien que tu les partages. Alors, on va le commenter. Déjà, quand je parle d'ingénierie système, pour donner du contexte, c'est que quand j'ai demandé à la personne qu'est-ce que vous faites, ils me disent on fait de l'ingénierie système pour les boîtes d'aéronautique. Moi, je sais toujours pas ce que c'est en fait. Donc du coup, je me suis dit, je sais pas ce que c'est, mais bon, ok, je vais marquer ça parce que en fait, les gens, ils n'arrivent pas à expliquer leur métier. C'est assez marrant. Ensuite, je me suis dit, ok, il faut que je sois choquant et je vais utiliser que des leviers psychologiques. Donc, ça m'a pas demandé de la créativité. J'ai juste appliqué des techniques d'influence bien connues. Le premier, qui est la trame globale, c'est le saut émotionnel. Ça veut dire quoi? Il faut frustrer la personne, il faut l'attaquer, il faut qu'elle se sente mal. Donc, on la met en émotion négative pour ensuite donner de la dopamine. C'est très puissant. C'est ce qu'on appelle le saut émotionnel dans la vente. C'est une technique qui est largement, aujourd'hui, la plus efficace. Donc, il faut imaginer, voilà, on est dans le stress, on active la noradrénaline parce que la personne est stressée, on l'attaque, on l'insulte un peu.
Et derrière, de le valoriser en disant vous êtes intelligent, ça active de la dopamine. Et quand on met du stress et dopamine, ça fait une sorte une composition chimique qui fait boum et qui va désactiver les méfiances. La méfiance. Il faut savoir que dès qu'on est sur de l'émotion, on ne perçoit plus les choses de la même façon. Et ça, c'est un point important dans l'ingénierie sociale et dans cet email. Pour le comprendre, c'est qu'il faut activer des émotions, peu importe comment. Si j'active des émotions et que je mange quelque chose, ça n'a pas le même goût. Quand un verre de vin, il est à 45 $ et un autre à 5 $, eh ben, notre cerveau va activer plus d'émotions quand il est à 45 $, même si c'est le même vin. Donc le prix va modifier notre perception du vin. Ben, c'est pareil dans l'email. Le fait d'activer des émotions va modifier la perception du danger, parce que ça va désactiver la méfiance. Donc, comment fonctionne le cerveau? On a un système 1, un système 2, tout simplement. Et un système 2, c'est un système qui va activer la méfiance. C'est ça qui fait j'ai un doute. Et moi, je ne veux pas qu'il y ait de doute. Donc, pour désactiver cette méfiance, on active des émotions. Et hop, la méfiance, elle est partie. Pour ça, parfois, il y a des choses que les gens font, même de manière générale, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Je ne comprends pas. Mais en fait, si. À ce moment-là, le cerveau n'a pas pu réagir. Donc, ça, c'est la trame principale, c'est le saut émotionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on attire la curiosité. C'est-à-dire qu'il est drôle, il est marrant, mais moi, je veux voir le CV. À n'importe quel prix. Et vu que c'est un stagiaire qui s'appelle Arthur, il ne va pas me hacker, ça m'étonnerait. En plus, c'est en période de recrutement, comme par hasard. Il n'y a aucun doute quand on ouvre l'email qu'il ne devrait pas avoir de doute, en fait. Donc, on va ouvrir l'email. Donc ça, c'est l'autre point, c'est la curiosité. C'est très, très puissant. L'humour désactive la méfiance. Alors, quand il y a l'humour, c'est à double tranchant. Ça active soit de la méfiance, soit ça désactive la méfiance, mais pas l'un ni l'autre. Donc, ça veut dire que c'est très puissant. Donc, vous voyez des gens qui n'ont pas ouvert l'email, mais qui ont répondu à un message pour nous insulter, pour insulter Arthur, et pour dire que c'était pas bien, pas professionnel. Il a pris 3 heures pour écrire l'email. Quand on a su que c'était un test, c'était un peu compliqué à expliquer à son patron. 3 heures de travail pour répondre à un email. Mais voilà, donc l'humour est très puissant. Donc on savait que ça allait marcher parce que ça a double tranchant, mais c'est puissant. Donc l'humour désactive également la méfiance. Donc on a le saut émotionnel, la curiosité. On a la curiosité, donc j'ai rajouté quoi d'autre? L'humour. Et donc voilà, c'est 3 indicateurs très puissants. Et on a un autre effet qui, je pense, bien évidemment, fait passer à l'action, c'est que le problème, c'est que c'est un doc.m, donc ça active des 2 messages de sécurité. En tout cas, sur l'ordinateur à eux, ça active 2 messages de sécurité qui dit attention, ça peut être un virus. Et puis un deuxième en disant attention, ça peut être vraiment un virus, est-ce que vous êtes sûr? Et les gens, ils ont cliqué quand même 2 fois. Ça veut dire qu'ils ont passé ces données-là, donc ce qui est vraiment choquant. Et en fait, nous, on a rajouté le PS, c'est un CV animé. Donc, ils se sont dit, oui, bon, bah, il y a des macros parce que le CV est animé, il y a un truc drôle qui va se passer, on va se marrer. Donc, ils ont ouvert malgré les 2 avertissements, malgré la formation qu'ils ont eue de sensibilisation avant, qui était très simple, mais qui disait de ne pas cliquer justement sur les doc M et sur activer des macros. Donc, ils savaient quand même tous cette information-là. Et c'est passé. C'est passé, ce qui a choqué l'entreprise, ce qui a choqué pas mal de monde. Et moi-même, je pensais qu'on allait choper 1 ou 2 personnes. Je ne pensais pas qu'on allait choper autant de personnes dans ce secteur, dans ce département. Voilà pour la description de cet email. Ouais. Et c'est assez énorme, parce que tu disais, vous l'avez envoyé, je crois, 80 personnes, et puis ça a été repartagé, etc. Donc c'est complètement viral. Et ça a été ouvert combien de fois? C'est assez énorme, je crois. Alors, le taux d'acceptation du virus, enfin de la double sécurité, c'est la moitié des personnes quasiment. Donc, on est à 42%, c'était quasiment la moitié. Ils ont quasiment tous ouvert le mail. On a 80-85% d'ouverture, je pense, c'est assez important. Et on a quasiment 50%. Donc, voilà, ce qui fait 42% de gens qui activent les macros. D'accord. Et qu'est-ce que. Enfin, tu as expliqué un petit peu sur la puissance justement de l'humour, de ce que tu disais là. Mais quand il y a 2 messages d'alerte, et en plus ça, tu disais, ils ont suivi une petite formation avant là, de sensibilisation là, et ça les a amenés quand même à cliquer donc 3 fois au final, l'ouverture, les 2 messages d'alerte là. Qu'est-ce qui pousse vraiment, hormis ce que tu viens de dire, parce que c'est quand même énorme. Il y a des messages d'alerte qui disent attention, c'est possiblement un virus. Et le gars, il ouvre. Est-ce qu'on peut aller
je vais être un petit peu péjoratif, mais est-ce que ça, parce que j'ai déjà eu le cas ailleurs, mais est-ce que c'est pas quelque part de la bêtise, il y a un moment ou un autre, d'insister autant pour aller ouvrir quelque chose dont on te dit, attention, c'est pas, c'est dangereux. C'est une question très importante parce que c'est la première question que j'ai devant des magistrats quand on doit faire des audits ou Ouais. des analyses. On a l'impression que la personne qui a cliqué, elle est bête, elle n'est pas intelligente. Alors ça, c'est une impression qu'on peut avoir. Elle est totalement fausse quand on est sur le terrain, quand on va auditer, quand on va regarder ce qui s'est passé au niveau psychologique. On voit que les personnes, pas forcément et voire pas du tout. C'est juste que les gens, de manière générale, ont une mauvaise compréhension de l'humain. On pense que l'humain est rationnel, qu'on est un Superman de la décision, qu'on est encore sur Descartes qui sépare la raison de l'esprit, Mm. alors que les dernières recherches en neurosciences, en psychologie sociale et cognitive ont montré, donc les travaux de Daniel Kahneman, Richard Thaler, que nous sommes irrationnels. Richard Thaler, prix Nobel en 2017, nous compare à Homer Simpson. Nous sommes irrationnels. Et ça, même chez les ingénieurs, on me dit les ingénieurs sont rationnels. Non, ils ont un mode de communication avec des chiffres, mais ils sont autant émotionnels que d'autres. Il n'y a pas de gens ultra sécurisés. Donc quand je vous désactive de manière générale la méfiance dans votre cerveau, c'est désactivé. Peu importe le degré d'intelligence de la personne, peu importe son degré d'étude. Et justement, on a des gens de la cyber, des gens qui sont formés, qui forment d'autres personnes qui sont fait hacker, dans nos cas. Et donc la personne ne comprend pas. Mais oui, mais c'est comme l'hypnose. À un moment donné, moi, on me laisse 4 minutes avec une personne et je vais réussir à la manipuler. Et c'est ça c'est le premier, je pense, travail à faire. C'est non, malgré une formation, malgré une sensibilisation, tout le monde peut se faire avoir. Et justement, c'est pas forcément des personnes qui sont peu informées, peu intelligentes. Ce que j'ai entendu. J'ai entendu, cette personne n'est pas intelligente, elle n'a pas été maline. Mais non, on ne peut pas dire ça, c'est pas vrai. Et puis, il y a un contexte dans la gestion de crise que tu connais parfaitement bien. Quand nous, on analyse, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde qu'il y a du stress dans le travail. On regarde qu'à un moment donné, il y a plein de mails ouverts. À un moment donné, il y a du stress, il y a des soldes. Elle a ouvert un email, c'était urgent, elle a cliqué. Parce qu'il y a des conditions. Puis parfois, on est poussé à faire des choses qu'il ne faut pas faire également par rapport au travail. Et donc, il y a tout un contexte psychologique qu'on ne prend pas en compte, qui nous pousse l'humain à prendre une décision. Et gardez à l'esprit, je parle d'une manière générale, que l'humain est irrationnel. Je vous donne un exemple très simple. Moi, j'ai un directeur j'avais un collègue du CNRS qui travaille sur les prises de décision complexes. Mais la personne, elle avait cette tendance à toujours manger bio. Moi, je lui dis, mais pourquoi vous mangez à manger bio? D'accord, ok. Des produits bio. Et je lui dis, mais pourquoi vous mangez des produits bio? Il me dit, parce que c'est bon pour la santé. Ok, mais les probabilités pour réduire un cancer ou une maladie en mangeant bio, c'est peu probable en fait. On n'a pas de vraies études. On a une étude qui le montre et encore, c'est des tendances. Alors que fumer, ça tue. Et il le sait. Et je lui dis, mais pourquoi vous fumez? Et il a bugué. Donc quelqu'un qui travaille sur la rationalité humaine, lui-même se voit irrationnel, mais c'est tout le monde. Donc non, ce n'est pas étonnant que les gens cliquent quand on comprend le comportement humain. Et ça, c'est le premier problème de la cyber, c'est qu'on ne comprend pas l'humain. Du coup, on a exclu l'humain de la cyberdéfense, de la cyber de manière générale. Et c'est intéressant ce que tu dis, hein. C'est que oui, en effet, on se base beaucoup sur la partie technique et en effet, l'aspect humain est mis un petit peu de côté. Maintenant, sachant ça, là, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire justement les ouvertures? Parce que j'imagine qu'il y a quand même des solutions. Tu me parlais tout à l'heure d'accompagnement très personnalisé, là. Comment ça se passe? Alors, déjà, on se dit, OK, la question, c'est comment protéger l'humain des attaques d'ingénierie sociale, en sachant qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas, en tout cas, c'est les données que nous, on observe, dans 9 cas sur 10, ça commence par de l'ingénierie sociale. Aujourd'hui, on a des emails qui sont, on va dire, qui sont envoyés à tout le monde. Donc, l'email du CV d'Arthur que j'ai envoyé, on l'a envoyé à 86 personnes, mais c'est le même email à tout le monde envoyé à la même heure. En fait, l'attaque, elle n'était pas, c'était les premières attaques, elle n'était pas la plus intelligente du monde. Aujourd'hui, comment faire quand je cible l'attaque? Imaginons, je vois sur LinkedIn quelqu'un qui change de poste. Je suis passé directrice marketing. Ah, ça veut dire qu'il y a une ancienne directrice marketing. Et je me fais passer pour l'ancienne directrice marketing en disant, je crée un Gmail,
il me manquait quelques fichiers à t'envoyer, j'espère que tu n'auras pas les mêmes erreurs que moi, voici, tu as tous les fichiers, dis-moi si tu as des questions. La nouvelle directrice marketing se dit, bah, c'est la vraie. Je clique Ok. et c'est fini. Donc, comment surtout faire quand les attaques sont ciblées? Car aujourd'hui, je ne vois pas une entreprise qui pourrait me résister sur une attaque ciblée. Donc, je cible une personne. Et si ça ne marche pas, je ferai une autre personne, et au bout de 5, il y a quelqu'un qui va cliquer. Et je vais pouvoir accéder à l'ordinateur. Comment faire? Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on va introduire de la psychologie. Donc, on va analyser l'environnement de travail. Par exemple, quand l'antivirus fait que biper, ben, on n'y croit plus à l'antivirus. Les mots de passe, ben, les mots de passe, c'est un problème quand on ne comprend pas le cerveau humain. À un moment donné, ils oublient tout le temps. Donc, le mot de passe oublié, ils ont explosé quand on a mis des mots de passe compliqués. Ben ça, parce que l'humain ne se mémorise pas le mot de passe. Donc, tout ça, on va travailler sur une ergonomie qui va faire le mot de passe, comment on va travailler pour bien qu'on s'en souvienne sans à chaque fois faire mot de passe oublié, qui est compliqué, le séparer du mot de passe perso pro, et on va surtout faire un audit, on va regarder l'environnement de travail et on va voir les postes sensibles. Donc on se met dans la peau d'un hacker, toujours, je me dis, ok, si je dois attaquer cette entreprise, par où je commence? Donc on fait un audit et on va isoler les postes. Ça, c'est la première chose qu'on fait. Et on va accompagner les personnes aux postes sensibles à ne pas se faire hacker. Donc, comment? Je vais leur apprendre à hacker, tout simplement. Je vais leur apprendre, voilà comment je vais m'y prendre. Et on va ensemble simuler une attaque à quelqu'un. Et là, elle se met dans la peau du hacker, elle se dit, ah ouais, mais... Et là, elle comprend, en fait. Elle comprend toute la psychologie. Et je leur montre comment fonctionne la psychologie. Donc, on introduit un peu ce côté cyber et psycho dans l'entreprise. Et nous, ce qui marche super bien, c'est la formation. On ne sensibilise pas. Bon, ils ont un petit guide avec qui explique tout. On les emmène à eux-mêmes faire des techniques d'ingénierie sociale et à comprendre le cerveau humain. Quand ils comprennent bien le cerveau humain et ils comprennent bien les techniques, ça marche super bien. Et là, les gens se disent, ah oui, ok, mais c'est bon, maintenant, tu me la fais pas en fait. Et ils deviennent beaucoup plus méfiants de manière générale. Ils ont toujours dans leur cerveau une petite lumière où il y a méfiance, même quand il n'y a pas de quoi être méfiant. Ça veut dire qu'ils vont dire, bon voilà, je ne veux pas prendre de risque. Là, je dois donner une attestation pour un client sur ça. Il me faudrait une confirmation que ça soit bien toi qui me l'envoie. Donc, eux-mêmes vont avoir cette logique-là. Et dans la majorité des cas, il n'y a pas d'attaque, mais ils vont vraiment avoir cette culture cyber quand eux-mêmes vont comprendre comment ils font. Ils deviennent vraiment méfiants. Voilà comment on a créé un peu notre méthodologie. Donc un accompagnement sur mesure où on va regarder, on travaille avec des partenaires techniques et on introduit un peu la psycho. Et ce côté formation pour les grands groupes où on arrive et on met de l'humain et de la neuroscience dans l'entreprise. La sécurité et tout ça, quoi. Et c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tu amènes les personnes qui sont attaquables à se méfier parce qu'elles vont apprendre à comment attaquer les autres et donc d'être beaucoup plus méfiantes par rapport à ça. Ça amène aussi des notions de double authentification. Quand tu disais, OK, j'envoie un certificat, mais il faut que je valide que tu sois bien la bonne personne, etc. J'imagine qu'il y a toute une mécanique où je téléphone à la personne pour valider que c'est bien, etc. Là, tout ce genre de choses-là. Ce qui est incroyable, c'est que ça n'a pas été dans notre formation et dans notre accompagnement, on ne l'a pas du tout donné en fait. C'est eux qui l'ont eux-mêmes créé suite à notre intervention. Ils ont eux-mêmes, enfin c'est des retours qu'on a eu après coup. On n'a pas pensé à ça parce que il faut prendre en compte les contraintes de l'entrepreneur. Un entrepreneur, il ne peut pas mettre de culture cyber, il a la culture de la santé, il a la culture enfin, il a plein de cultures. Et le problème, c'est qu'il doit faire du chiffre d'affaires. Donc, quand on arrive en disant il faut faire cyber tout le temps, le gars, il dit non, en fait, moi, j'ai une entreprise à faire tourner. Ça. Donc, si moi, je dis à ces salariés, il faut que tout le temps, ils fassent une double confirmation, ils vont me dire écoute, Romain, t'es gentil, mais moi, j'ai du travail et on peut pas. Voilà, on ne peut pas, sinon je vais réduire mon temps de travail. Donc, c'est pas quelque chose que nous, on pouvait recommander sur le moment, mais c'est eux-mêmes, du coup, qui l'ont créé sans qu'on en parle. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est l'auto-apprentissage, en fait. C'est l'évolution de ça. Enfin, l'humain est très fort pour ça aussi. C'est pas... ça m'amène une réflexion, là, justement, sur le fait que sur les parties de Noël, ou au Canada, on fait beaucoup ça, on fait beaucoup de repas, de choses comme ça, d'équipe, là. Ça peut être un jeu, ça, une activité de dire, OK, on va faire de l'ingénierie sociale et vous allez vous-même essayer d'attaquer votre collègue. Je trouve que ça pourrait être un jeu très intéressant. C'est pour ça, en discutant, ça m'amène un petit peu ce genre de réflexion. Alors,
Et ça marche super bien. Alors, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que ils font plusieurs groupes et ils doivent hacker, en effet, leur propre système. Donc, ils écrivent des emails. On a le côté technique qui explique non, le serveur, ça marche pas, machin chouette, pour pas qu'il y ait des idées un peu bizarres. Mais en effet, le fait de hacker leurs propres collègues ou leur propre entreprise ou d'autres entreprises concurrentes, ça les met vraiment dans la peau du hacker. Et ça marche super bien en termes d'apprentissage. En fait, il y a deux choses importantes. Bien comprendre l'humain et après, c'est facile. Au début des stages, ils nous disent tous, oh, nous, on est incapable de faire ça. Au bout d'une heure, vu que l'apprentissage est bien mené, ils disent, oh, c'est incroyable. Parce qu'en fait, c'est juste comprendre l'humain. Donc, il y a une grille de déclencheurs qu'on utilise et ça va tout seul. Alors, c'est marrant ce que tu dis, fête de Noël. Moi, directement, ça active. Fête de Noël, ok, très bien. Ça veut dire des nouvelles rencontres. Regardez les photos, envoyer un email personnalisé, ok. Ça, c'est des indicateurs pour le hacker directement, quoi. Enfin, tu vois, quand tu me dis ça, de suite, le hacker il va penser, ah, fête de Noël, comment je vais exploiter cette information? C'est pour ça que ça va être dur, c'est dur de contrer les attaques ciblées. Ouais, c'est ça. Ouais. Je reviens spécifiquement sur les attaques ciblées. Il y en a énormément. Et tu disais quelque chose de très intéressant tout à l'heure, là. C'est que personne, en fait, peut pallier à une attaque ciblée. C'est tellement bien fait qu'à un moment ou à un autre, et puis tu le disais, hein, si j'arrive pas à avoir une personne, je vais attaquer une deuxième personne de la même compagnie, puis une troisième, et puis au bout de 5, de toute façon, c'est clair, il y en a un qui va lâcher. Comment est-ce qu'on peut se prémunir de ces attaques ciblées? Alors là, c'est compliqué parce que déjà, les attaques ciblées, c'est très nouveau parce qu'avant, c'est souvent des attaques. Moi, quand on auditait des cas, c'était des attaques les gens achetaient des postes déjà infectés par du phishing où ils envoyaient 1000 mails. C'était ça pendant 5 ans en fait dans mon travail. Donc, les attaques ciblées, l'augmentation a augmenté ces 6 derniers mois depuis la Russie. Une mode qui s'est créée. Et là, c'est très nouveau. Premièrement, c'est très nouveau et ça va augmenter. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas la majorité des cas. Aujourd'hui, c'est vraiment, on achète des ordinateurs qui sont déjà, on va dire, où il y a déjà une intrusion et on envoie, on fait du BEC, enfin, on fait tout ça. Là, les attaques ciblées, il y a eu un cas récemment où il y a une faillite derrière et c'était très ciblé, c'était quasiment indétectable. Comment faire pour détecter? Ça m'embête beaucoup parce que même sous l'entreprise qu'on va protéger, et comme je l'ai dit, je vais protéger, mais à un moment donné, ça va passer. Donc, ça va passer et je n'ai pas vraiment trouvé la solution parce que si c'est moi le hacker, je sais que ça va passer. Par contre, il y a un moyen de le faire, c'est que quand on loupe les 3 premières, il faut qu'il y ait une alerte à la DCI ou à la RSSI en disant voilà, là j'ai eu une attaque ciblée, j'ai un doute, et là il faut activer directement, alors soit appeler la police ou activer l'entreprise en disant attention, on est une probable attaque ciblée. Donc là il faut que la personne partage, et là les gens vont être ultra méfiants. Et à ce moment-là, c'est là qu'il faut rappeler à tout le monde les formations, envoyer des emails et lancer la culture cyber quand il y a une pré-attaque ou un sentiment de pré-attaque. Parce que la culture cyber, relancer la culture cyber, on va dire, parce que la relancer tout le temps quand il n'y a pas d'alerte, c'est pas le top du top. C'est contre-productif, ouais. Voilà, donc quand il y a une sorte d'attaque, c'est pas mal. C'est pas mal également, pour nous, on le fait 1 an plus tard, de simuler une fausse attaque. On va dire, attention, on est ciblé, alors c'est nous, c'est le patron est au courant, pas de souci. Et de dire, on l'a pas encore nous mis en place parce qu'on n'a pas encore eu cette année mais c'est ce qu'on va faire, et de dire attention, une attaque, alors c'est une fausse attaque, c'est nous, le patron est au courant, et là on active la culture cyber, on envoie des emails, attention, l'entreprise est ciblée actuellement, et là on voit le taux de méfiance et on observe le comportement. Et ça on le fait 1 fois par an comme pour les incendies, ou 2 fois par an, c'est une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée. Et encore une fois, si on a bien bloqué les postes, bien sécuriser les postes, même s'il y a des attaques, on va limiter les dommages s'il y a une bonne sécurité qui est bien mise en place, un bon firewall antivirus, si les postes dangereux sont bien bloqués, déjà on va limiter la casse. Ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y a la culture en fait du tout venant dans l'entreprise. Tout venant, c'est pas péjoratif, mais de tous les personnels de l'entreprise. Il y a une couche purement mécanique qui est de la cyber avec les firewalls, avec tous les outils qui permettent de faire vraiment de la cybersécurité. Il y a une couche au-dessus qui est plus la couche, en effet, sensibilisation du personnel. Et puis, je vois une 3e couche au-dessus qui est l'alertage, c'est-à-dire que les personnes sont bien formées sur le fait, tiens, si vous ressentez
une attaque ou quelque chose qui se passe pas bien, que vous activiez en fait une personne dans l'entreprise qui, elle, va être une vigie, puis qui va dire attention, c'est le troisième message que je reçois. L'entreprise est ciblée et on envoie en fait à tout le monde un nouveau message en disant attention, ciblage actuel, hein, soyez d'autant plus privé. Et la quatrième chose que tu disais là, c'est la protection des postes sensibles, hein, tu parlais de postes dangereux, donc de postes sensibles, hein, la compta, la facturation ou les accès administrateurs sur les serveurs. Et là, justement, de les zoner d'autant plus, ce qui permet d'avoir 4 niveaux qui peuvent permettre de protéger une entreprise. C'est vraiment passionnant, là, l'humain, là. Tu dois sérieusement t'amuser quand même. Oui, T'as un métier qui est quand même plutôt cool. ouais, j'avoue que c'est passionnant. Non, c'est passionnant. C'est passionnant et même de rapprocher le cyber de l'humain. Mm. C'est quand on fait des audits, c'est un peu une enquête de police qui arrive. On essaie de Mm. comprendre les causes, on essaie de voir toutes les erreurs. Puis il y a un travail tellement important parce que en seulement 12 ans, on a plus appris sur le comportement humain que sur toute l'histoire de l'humanité. Donc il y a un vrai Mm. travail d'expliquer comment fonctionne réellement l'humain. Et c'est un travail passionnant, que ce soit dans le management, dans le marketing et dans la cyber. Non, c'est Fantastique. vraiment passionnant. On va arrêter là parce que je vois que ça roule beaucoup. Normalement, on fait 30 minutes, on est déjà à plus de 40 minutes, donc on va arrêter là. Romain, je te remercie vraiment beaucoup. J'aimerais que tu me parles vite fait de ton entreprise et comment est-ce qu'on peut te contacter si les gens sont intéressés par en savoir plus. Alors, mon entreprise s'appelle Cipco. Donc, on est un groupe de hackers. Donc, la majorité sont des techniques. Et on a 2 personnes de la psychologie et également une troisième qui est la psy qui parle, qui vulgarise la cybersécurité. Et elle travaille avec des personnes également dans tout ce qui est émotionnel dans la cyber. Il suffit de me contacter sur mon site internet Cipco ou LinkedIn. De m'envoyer un message, je réponds assez rapidement. Et nous, comment on travaille? C'est simple, soit de la formation au niveau neuro-cybersécurité, on a mis le mot neuro pour Ouais. montrer un peu ce côté neurosciences, ce côté psychologie. On intervient dans l'entreprise et on fait des formations, elles sont passionnantes, on n'a que des super retours parce que on voit l'humain, enfin, il y a de la gamification, donc ça marche plutôt bien. Et pour seulement les PME, TPE, donc vraiment les plus petites entreprises, on s'occupe de A à Z de la sécurité avec d'autres partenaires. On s'occupe de tout. Vous ne faites rien, vous ne pensez à rien, et nous, voilà, c'est notre affaire. Voilà, c'est ce qu'on fait de manière générale, mais pas pour plutôt les petites PME, TPE. Voilà. De toute façon, les coordonnées, elles s'affichent, elles sont dans la description, donc n'hésitez pas à contacter Romain. Romain, je te remercie encore beaucoup. On va certainement faire d'autres interviews là-dessus, Avec plaisir. parce que c'est un sujet qui est passionnant. Romain, je te remercie, puis on se retrouve une prochaine fois. Bye.